Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différents problèmes qui touchent les voitures modernes. Cette semaine, j'ai partagé sur ma chaîne YouTube une vidéo Shorts qui a atteint 500 000 vues en quelques jours à peine. Cette vidéo relayait le témoignage d'un automobiliste qui se plaignait de la qualité des véhicules modernes. Et en regardant les très nombreux commentaires de ce short, je me suis rendu compte que globalement, on a à peu près tous les mêmes choses à reprocher aux voitures dites modernes. Il y a trois gros problèmes qui touchent l'automobile moderne qu'on va détailler aujourd'hui en vidéo et qu'on va essayer d'expliquer comment a-t-on pu en arriver là. J'espère que cette vidéo un petit peu hors série sur pourquoi les voitures modernes sont nulles vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un commentaire. Que ce soit pour le référencement, pour aider la chaîne ou tout simplement pour partager votre avis ou vos témoignages sur les voitures modernes. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a encore des voitures qui vous donnent envie d'être achetées? Ou au contraire, peut-être que pour vous, il n'y a plus aucun véhicule moderne digne d'intérêt? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Il y a donc trois gros problèmes qui touchent l'automobile moderne qu'on va détailler dans cette vidéo. Le premier, le design des voitures. Pourquoi toutes les voitures se ressemblent et pourquoi sont-elles aussi moches? Le deuxième, les fiabilités. Comment se fait-il que plus on avance dans le temps, moins les voitures sont fiables et moins elles durent longtemps? Et pour terminer, le prix. Comment en est-on arrivé à cette situation où il est quasiment impossible de trouver un véhicule neuf à moins de 15 000 €? Et encore, à 15 000 €, c'est souvent quand même des grosses bouses. Faut pas être trop exigeant. On va commencer donc par traiter le premier problème. Comment se fait-il qu'en 2025, le design des voitures soit devenu aussi standardisé, pour ne pas dire moche dans certains cas? Bien, il faut savoir que c'est pas une volonté des constructeurs si toutes les voitures commencent à se ressembler. C'est principalement dû à trois choses. La première de ces trois choses, c'est la part de SUV grandissante. En Europe, en 2024, 54% des véhicules vendus étaient des SUV, contre 48% en 2023, ce qui était déjà très élevé. Le SUV, depuis la fin des années 2000, c'est vraiment le type de véhicule dont les ventes explosent. Résultat, tous les constructeurs veulent proposer des SUV qui, le savent très bien, sont à la mode. Et on en arrive à des situations absolument aberrantes où certains constructeurs comme Mercedes proposent dans leur gamme 13 SUV différents. En même temps, certaines catégories de véhicules comme les coupés, les monospaces, les breaks ou les berlines disparaissent, remplacés petit à petit eux aussi par des SUV de plus en plus gros, de plus en plus hauts et de plus en plus larges. Il y a une espèce d'uniformisation du type et de la forme des véhicules vendus. Le deuxième problème concernant le design des véhicules, ce sont les contraintes et réglementaires européennes. Absolument tout en ce qui concerne les dimensions des véhicules est maintenant normé et réglementé par la Commission européenne. Mais en plus des règles à suivre concernant les dimensions du véhicule, il y a également tout un tas de nouvelles normes de sécurité qui ont un impact sur le design des véhicules. Par exemple, l'Union européenne impose que le capot et l'avant du véhicule absorbent les chocs pour réduire les blessures. Ça conduit à des capots plus hauts et plus arrondis, supprimant les lignes basses et effilées typiques des sportives ou des breaks d'antan. Un autre exemple, les phares doivent eux aussi respecter des hauteurs et des angles d'éclairage spécifiques, ce qui limite aussi les constructeurs dans l'originalité de leur signature visuelle. Ce ne sont que quelques petits exemples, mais sachez qu'il y en a pour à peu près toutes les parties de la carrosserie d'un véhicule. La troisième raison, c'est le CX, le coefficient de traînée aérodynamique. À partir de 70 km/h, l'aérodynamique d'un véhicule devient la principale source de résistance. Plus un véhicule a un aérodynamisme optimisé, plus il percera facilement l'air et moins le moteur aura besoin de consommer pour pousser le véhicule. À l'heure où les constructeurs cherchent par tout moyen à réduire la consommation d'essence de leur véhicule, mais également aussi à optimiser l'autonomie de leur voiture électrique, résultat, le design des véhicules n'est plus du tout dicté par les préférences esthétiques des designers, mais bel et bien par le CX. Les designers font tout pour que les voitures percent l'air le plus facilement possible, et malheureusement, c'est une des raisons majeures pour lesquelles toutes les voitures finissent maintenant par se ressembler. Alors le design, c'est une chose, on peut accepter de rouler dans une voiture pas très belle à condition qu'elle roule bien et qu'elle roule tous les jours. Il ne vous aura pas échappé que ces dernières années, les scandales de fiabilité se sont multipliés. Évidemment, on a le fameux litre de PureTech, on a eu les moteurs TCE, on a les moteurs EcoBoost. Et globalement, en dehors des marques japonaises, et encore pas toutes, coucou Nissan, la qualité d'assemblage des véhicules est de moins en moins bonne et la fiabilité est en baisse absolue. Et ça aussi bien sur les voitures thermiques que sur les voitures électriques. Rassurez-vous, il y en a pour tout le monde. Les voitures électriques sont touchées elles aussi par tout un tas de problèmes. Alors c'est en général pas des problèmes mécaniques, c'est plutôt des problèmes de logiciel, mais qui sont tout à fait aussi contraignants et fréquents que les problèmes que l'on peut rencontrer sur une thermique moderne. Alors pourquoi les voitures modernes sont-elles aussi peu fiables? Parce que tout simplement, globalement, les voitures sont devenues extrêmement complexes. Les constructeurs automobiles, pour respecter les différentes normes européennes, sont obligés de multiplier les systèmes électroniques, les systèmes mécaniques sur leur voiture, et forcément, plus il y a de systèmes, plus il y a de pièces,
pièce, plus les sources de panne sont nombreuses. Alors ces normes à suivre sont aussi bien des normes environnementales que des normes de sécurité. Par exemple, il va y avoir les normes Euro 7 dans quelques mois. Les normes Euro contrôlent les émissions et les polluants des voitures vendues sur le sol européen. Plus on avance dans le temps, plus ces normes sont contraignantes et globalement, elles ont poussé les constructeurs à faire un peu n'importe quoi, à tricher dans certains cas, comme Volkswagen avec le Dieselgate qui a menti sur les émissions de CO2 mais également sur la consommation de ses véhicules. Et chez d'autres constructeurs, ça a poussé à faire absolument n'importe quoi en termes d'ingénierie. Les fameuses courroies qui baignent dans l'huile, par exemple, c'était une idée qui, de base, devait permettre de réduire les frictions du moteur, mais également de proposer des moteurs plus compacts et plus légers pour jouer à la baisse sur la consommation des véhicules. On sait maintenant, avec un petit peu de recul, que globalement, ça marche jamais très bien. Pour faire très simple, les constructeurs sont obligés de faire des moteurs de plus en plus petits qui consomment de moins en moins sur le papier. Malheureusement, pas souvent dans la réalité, et face à des clients qui veulent acheter des voitures toujours de plus en plus puissantes, on se retrouve avec des moteurs de moins en moins capables qui doivent toujours fournir plus. Ajoutez à ça le fait que la plupart des constructeurs essaient de marger à mort sur la moindre pièce qui les compose, mais également sur les procédés d'assemblage, et on se retrouve avec des moteurs qui ont bien du mal à passer 150 000 km, alors que ceux des anciennes générations pouvaient, dans bien des cas, dépasser les 350 000 km. Ajoutez à tout ça les nouveaux systèmes d'AdBlue, les systèmes de vannes EGR, de filtres à particules, tous les ingrédients sont là pour que les moteurs malheureusement durent de moins en moins longtemps. Mais en plus des normes environnementales, il y a bien sûr les normes de sécurité, comme par exemple la norme GSR2, dont on a parlé en vidéo il y a quelques jours, qui oblige les constructeurs à ajouter des tas de systèmes d'électronique sur leur voiture, permettant théoriquement de garantir la sécurité de ces occupants. Qui dit plus d'électronique, dit plus de sources de panne potentielles, surtout sur des technologies qui malheureusement sont parfois développées un petit peu en urgence, à la va-vite, simplement pour respecter les normes, des pannes qui coûtent parfois très cher à réparer, et ça on en parlera juste après. Il faut aussi rappeler que de temps en temps les mauvaises idées viennent directement des constructeurs, elles ne sont pas dues aux réglementations. Il faut savoir que ces dernières années, avec l'électrification des automobiles, les constructeurs ont très bien compris qu'ils ne pouvaient plus miser sur la motorisation de leurs véhicules pour se différencier. Résultat, beaucoup d'entre eux misent maintenant sur les systèmes d'infotainment, d'électronique ou encore d'IA, et comme dans le cas des systèmes imposés par les normes GSR2, toutes ces technologies ultra complexes sont parfois source de panne absolument stupides. Je vous cite un exemple, mais du côté de chez Volkswagen sur la voiture électrique, il y a eu pendant un certain temps des bugs qui faisaient que les écrans ne s'allumaient tout simplement plus, donc plus aucune information sur la vitesse, sur l'autonomie, bref, sur rien du tout. Des problèmes qu'on n'aurait probablement pas eu si on avait conservé des dispositifs plus simples, les bons vieux compteurs à aiguilles. En plus d'avoir un impact sur la fiabilité des véhicules, toutes ces innovations et toutes ces normes ont un impact évident sur le prix des véhicules. En 2020, le prix moyen d'une voiture neuve en Europe était de 26 000 €. C'était déjà pas donné, mais c'est rien comparé aux 36 000 € nécessaires en moyenne pour acheter une voiture neuve en 2025. Des prix qui ont explosé pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est le fait que les constructeurs ont répercuté sur le prix de vente de leur voiture, le prix de tous les nouveaux systèmes dont on vient de parler, mais également le prix de leur recherche et développement. Là où avant on avait des simples compteurs à aiguilles qui coûtaient que quelques dizaines d'euros, on se retrouve maintenant avec des écrans géants qui en valent plusieurs centaines. Là où avant on avait des phares qui pouvaient se changer module par module, qui ne coûtaient là aussi que quelques centaines d'euros, on se retrouve maintenant avec des phares qui en coûtent parfois plusieurs milliers. Il y a également un autre problème concernant le prix des véhicules, c'est l'électrification, puisque développer des voitures électriques en Europe, ça coûte très cher. Il fallait mettre au point les différentes technologies, les chaînes d'approvisionnement, les usines permettant de développer les batteries. C'est environ 250 milliards d'euros que les constructeurs ont décidé d'investir d'ici 2031. Et forcément, ces 250 milliards d'euros, ils vont se répercuter sur le prix des voitures neuves. Aussi bien sur le prix des voitures électriques que sur le prix des thermiques. Bah oui, sinon ce serait pas drôle. Il faut rajouter à ça le fait que la plupart des constructeurs ont tout simplement abandonné les modèles d'entrée de gamme. La plupart des marques ont voulu se premiumiser pour la simple et bonne raison que c'était beaucoup plus facile d'absorber des coûts de développement pour tout ce dont on vient de parler sur des voitures dites premium, des voitures qui ont déjà un petit billet d'entrée assez élevé. Faut ajouter à tout ça le fait que les réparations des véhicules neufs ont explosé aussi côté prix, à cause de pièces qui sont de plus en plus chères, mais également à cause du fait que les voitures sont de moins en moins faciles à réparer, que les garages ont besoin de plus en plus d'équipements ultra spécifiques à différentes marques, mais également dû au fait qu'on aime bien chez les concessionnaires s'en mettre plein les fouilles. C'est la seule raison qui explique pourquoi l'entretien basique d'une voiture coûte 3 fois plus cher en concession que chez un indépendant. Tout ça, ça a bien sûr un impact sur la vente des voitures neuves qui se sont effondrées ces dernières années. Et oui, qui aurait envie d'acheter une voiture très chère, pas très belle et pas très fiable? Mais ça a un autre effet pervers, c'est que le marché de l'occasion est en train d'exploser complètement. Les conducteurs européens ont davantage confiance en les modèles de voitures qui étaient sortis il y a 20 ans et qui parfois affichent plusieurs centaines de milliers de kilomètres au compteur plutôt que dans les véhicules modernes. C'est la principale raison pour laquelle les prix
prix du marché de l'occasion flambent autant. Alors pas pour tous les types de moteurs, je vous rassure, les électriques d'occasion, elles ont pas trop la cote, hein. Elles coûtent vraiment pas grand chose parce que personne n'en veut. Mais le prix des diesels a explosé puisqu'en plus de ça, les constructeurs n'en proposent quasiment plus neuf. Et un autre exemple, un chiffre assez parlant, le prix moyen d'une voiture essence thermique d'occasion a bondi de 8% entre juin 2025 et juin 2024. Conclusion donc, si vous êtes déjà propriétaire d'un véhicule qui a quelques années et que vous appréciez et qui se montre plutôt fiable, gardez-le parce qu'il y a de grandes chances qu'il soit plus fiable, moins cher à l'utilisation et au dépannage qu'un véhicule moderne. Conserver sa vieille voiture, c'est le meilleur moyen d'avoir un impact sur la qualité des véhicules proposés sur le marché du neuf. Enfin, les constructeurs en auront marre de voir leurs ventes baisser et leurs bénéfices. Peut-être se remettront-ils en question, peut-être feront-ils ce qu'il faut au niveau des réglementations européennes pour pouvoir proposer des véhicules dignes d'intérêt. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo d'actu. Ciao!